Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Alicia Ross était une belle et jeune femme de Markham, dans l'Ontario, au Canada, dont la disparition en août 2005 et l'enquête qui en a résulté ont fait l'objet d'une couverture médiatique internationale. Sa disparition est l'une des plus mystérieuses de l'histoire. Qu'est-ce qui aurait pu attirer une femme hors de son appartement fermé à clé au milieu de la nuit pour une rencontre fatidique avec son meurtrier ? Le meurtre d'Alicia Ross déclencha l'une des plus grandes recherches de l'histoire de l'Ontario et se termina par l'un de ses plus courts procès pour meurtre. Son voisin, Daniel Sylvester, fut reconnu coupable de meurtre au second degré pour ce terrible crime et purgera une peine d'emprisonnement à vie pour ses actions cette nuit-là. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le matin du 17 août 2005, Alicia Ross, une employée de Hewlett-Packard, disparut mystérieusement. Son petit ami, Sean Hine, s'était rendu chez elle après qu'elle n'ait pas répondu à l'appel sur son téléphone portable pour la deuxième fois. Personne ne répondait à la porte, même si la voiture de Ross était toujours dans l'allée. Hine signala immédiatement sa disparition à la police. Il contacta ensuite sa famille et les parents de Ross se précipitèrent chez elle. Sa mère, Sharon Fortis, déclara plus tard « Sean a appelé le 911 pour signaler la disparition d'Alicia. Il avait essayé de la joindre la veille au soir en rentrant chez lui, pas de réponse sur son portable, pas de réponse encore le matin. Elle ne s'était pas présentée au travail. Il a alors contacté mon mari et moi et nous nous sommes précipités à la maison pour trouver la rue couverte de voitures de la police de la région de York et la maison remplie de policiers, tous à la recherche d'Alicia. Dans sa chambre se trouvait son téléphone portable, son sac à main, sa cigarette et ses clés. Elle n'avait pas dormi dans son lit. Son linge était plié, prêt à être rangé. Sa bague était près du lavabo de la salle de bain. Elle s'était lavée pour aller au lit. Sa voiture était dans l'allée. Elle n'était jamais allée au travail. Le jardin était jonché de ses chaussures, d'un verre, d'une cigarette, et le portail du jardin avait été laissé ouvert. Nous étions abattus. Le fait qu'aucune de ces affaires importantes ne manquait conduisit la police à soupçonner qu'il lui était arrivé quelque chose, bien que l'affaire n'avait pas immédiatement été considérée comme un acte criminel. Dans un premier temps, son petit ami actuel et son ex-petit ami furent interrogés, mais aucun d'entre eux ne fut déclaré suspect dans cette affaire. Hine avait vu Ross pour la dernière fois à minuit la veille et sa famille l'avait vu pour la dernière fois à 23 h le 16 août. Le 19 août, une équipe de police et 60 bénévoles parcouraient les ravins voisins de la maison de Ross à Markham, en Ontario. Le 20 août, près de 400 bénévoles et plus de 60 policiers participaient à sa recherche. La police dut refuser des bénévoles et ne demanda que 100 bénévoles par jour pour l'aider dans ses efforts. Les recherches se sont poursuivies pendant plusieurs jours et ont fait l'objet d'un reportage dans l'émission télévisée américaine America's Most Wanted. Le 22 août, le petit ami de Ross, Sean Hine, fut arrêté pour conduite en état d'ivresse, quelques heures seulement après que la police ait annoncé qu'elle avait changé d'orientation, passant d'une affaire de personnes disparues à une possible affaire de meurtre. Les recherches avaient été réduites alors que Hine était soumis à des interrogatoires plus poussés de l'enquête policière. Le 25 août, le quartier de Hine fut passé au crible, bien qu'il n'était pas suspect. On demanda aux voisins s'ils l'avaient vu sortir les poubelles le 17 août ou s'ils avaient vu quelque chose de suspect. Le 29 août, le National Post rapporta que Sean Hine cessa de coopérer avec les enquêteurs et refusa de passer un test polygraphique. Toutefois, lors d'appels téléphoniques privés avec la mère de Ross, Sharon Fortis, il lui déclara à quel point sa fille lui manquait et lui demanda comment elle s'en sortait. On commença à apprendre que Hine se considérait comme le principal suspect dans l'enquête et qu'il avait décidé, de manière quelque peu inhabituelle, de signaler la disparition de la jeune femme après qu'elle n'eût pas répondu à 2 appels téléphoniques. L'attention des médias sur cette affaire commença à diminuer à la fin du mois d'août en raison du manque de nouvelles pistes et de la dévastation continue de l'ouragan Katrina dans le sud des États-Unis. Le 2 septembre 2005, la police régionale de York déplaça son poste de campagne à Thornhill, en Ontario, qui leur servait de centre de commandement aux étudiants qui retournaient à l'école.
L'affaire resta en suspens pendant plus d'une semaine, jusqu'à ce que Jennifer Teague, une jeune femme de 18 ans d'Ottawa, en Ontario, soit portée disparue et que Sharon Fortis, la mère de Ross, fasse à nouveau l'objet d'articles sur la façon dont elle et sa famille faisaient face à la situation et cherchaient à tourner la page sur la disparition d'Alicia. Le 21 septembre, plus d'un mois après la disparition initiale d'Alicia Ross et quelques jours seulement après la découverte du corps de Jennifer Teague, 18 ans, The Globe and Mail annonça que le corps d'Alicia Ross avait été retrouvé et que la police avait placé une personne en détention. Le corps avait été retrouvé à plus de 80 km de la maison de Ross, à Markham, où elle avait été vue pour la dernière fois dans la nuit du 16 août par sa famille et son petit ami, dans une zone boisée à l'extérieur du petit village de Cobonkong. Le voisin de Ross, Daniel Sylvester, 31 ans, fut accusé d'homicide au second degré après s'être rendu à la police en compagnie d'un avocat. Selon le Edmonton Sun, alors que les soupçons du public se portaient fermement sur Sean Hine, le petit ami d'Alicia était la dernière personne connue à l'avoir vue avant sa disparition. La nouvelle de l'arrestation de son voisin de palier, un personnage énigmatique et peu connu dans sa propre rue, choqua la ville. Le chroniqueur du Toronto Sun, Mike Strobel, écrivit un article d'excuses à Sean Hine au nom d'un public présomptueux et le père de Sean, Ken Hine, parla ensuite au Toronto Sun et remit les pendules à l'heure, disant que son fils traversait beaucoup d'émotions en découvrant que sa petite amie avait été assassinée et ne revenait pas. Le 6 octobre 2005, plus de 50 jours après la disparition d'Alicia Ross, les amis, la famille et les personnes en deuil organisèrent un adieu émotionnel à Alicia Ross. 500 personnes remplirent une synagogue de Toronto, en Ontario, pour pleurer le décès d'Alicia Ross. Le 19 janvier 2006, Daniel Sylvester fit une apparition vidéo au tribunal de Newmarket, en Ontario, pour son audience préliminaire. Le 20 janvier 2006, CTV rapporta que la famille Ross Fortis lança un site web www.aliciaross.ca à la mémoire d'Alicia Ross. En mars 2006, Sharon Fortis annonça la création d'une bourse d'études en l'honneur d'Alicia Ross et de Greg Rogers, un petit ami de Madame Ross, décédé dans un accident de voiture en 1999. L'argent serait collecté lors d'un match de hockey en mémoire de Greg Rogers. Le 4 juillet 2006, Daniel Sylvester se présenta au tribunal pour une audience préliminaire. Le procès pour meurtre débuta le 7 mai 2007, près d'1 an et demi après la disparition de Madame Ross, avec un jury composé de 8 femmes et 4 hommes. Sylvester tenta de plaider coupable d'homicide involontaire dans la mort de Madame Ross, ce qui suggérait que les avocats tentaient de faire valoir que la mort n'était pas intentionnelle, mais le plaidoyer fut rejeté par le tribunal. Le procureur Kelly Wright déclara « Il a dit à la police qu'il l'avait rencontrée et qu'ils avaient échangé des mots. Il la gifla au visage, la poussa au sol et enfonça son genou dans son plexus solaire à plusieurs reprises. Il lui prit la tête et la frappa contre le sol à plusieurs reprises. Monsieur Sylvester tapissa l'intérieur de son camion et y mit le corps de Madame Ross. Il nettoya le sang, prit une douche et conduisit à environ 80 km au nord-est de son domicile, dans une zone boisée près de la ville de Manilla. Certains des restes furent transférés 3 semaines plus tard par Monsieur Sylvester à l'endroit où se trouve Cobonkong, déclara Madame Wright. Selon les témoignages recueillis en salle d'audience, Sylvester se décrivait comme un individu marginal qui ne s'entendait pas bien avec les autres. Selon les témoignages, il s'était approché de Ross peu après le départ de son petit ami. Il déclara que pendant la dispute avec Ross, elle l'avait traité de tous les noms, ce qui l'avait fait craquer. « Elle m'a insulté et traité de loser, et c'est ce qui m'a fait craquer », déclara-t-il dans la vidéo. Lorsque McVietti lui demanda s'il avait déjà été traité de la sorte auparavant, il répondit « Oui, plusieurs fois au lycée, et même à l'école primaire. J'ai simplement des difficultés sociales avec les autres enfants. J'ai des problèmes d'anxiété », dit-il. McVietti lui demanda de rédiger une lettre à Ross et à sa famille. « Je ne sais pas ce que je dirais », dit-il à l'inspecteur alors qu'il commençait à sangloter de façon incontrôlable. Dans sa confession à la police, il déclara qu'il s'était également confessé à un prêtre catholique dans une église voisine. Le procès était basé sur la question de savoir s'il avait eu l'intention de tuer Ross, ce qui conduirait à une condamnation pour meurtre au second degré, ou s'il n'y avait ni préméditation ni intention de tuer Ross, ce qui conduirait à une condamnation pour homicide involontaire.
En fin de compte, après 3 heures et 45 minutes de délibération, le jury décida, au-delà de tout doute raisonnable, que Sylvester avait soit l'intention de tuer sa voisine Ross dans leur maison de Markham le 17 août 2005, soit il avait utilisé une force qu'il savait capable de la tuer et qu'il avait agi de manière imprudente en permettant que la mort se produise. Il fut reconnu coupable de meurtre au second degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 16 ans. Il ne sera éligible pour une libération conditionnelle qu'à partir du 20 septembre 2021. Alicia avait tout pour vivre. Elle avait une famille qu'il aimait, une maison dans laquelle elle aimait vivre, un travail qu'elle adorait et une nouvelle romance. Alors qu'elle était occupée à faire des plans pour son brillant avenir et à créer de nouvelles opportunités pour elle-même, elle ne se doutait pas qu'il y avait une telle obscurité si près d'elle. L'auteure-compositrice-interprète canadienne Kathleen Edwards écrivit, sur son album Asking for Flowers en 2008, une chanson intitulée Alicia Ross, parlant de la jeune femme dans ses derniers moments de vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.